Allez. Est-ce que tout cela fonctionne bien? Oui. Alors, la suite. Bien évidemment, vous affichez les sites internet de votre serveur web, vous affichez aussi les sites internet de votre partenaire et les autres partenaires. Vous n'êtes pas que deux dans la vie. Il y en a d'autres. On va se mélanger. Sur une proposition d'Olivier, d'US, pardon, on va se mélanger. Mais on va faire ça différemment. Alors, pour le moment, vous avez utilisé la fonction redirecteur de votre serveur DNS pour rediriger vers un partenaire. Là, ça va commencer à être compliqué si on commence à mettre 2, 3, 4, 5 redirecteurs. Souvent, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des redirecteurs qui vont dire « je ne connais pas », ça va être un problème. Vous ne pouvez pas faire 150 redirecteurs. On va utiliser autre chose. On va utiliser les redirecteurs conditionnels. Donc, pour le moment, pour pouvoir faire les redirecteurs conditionnels, il vous faut un deuxième partenaire. Pour le moment, vous avez un partenaire. Il vous en faut un deuxième. Et avec ce deuxième partenaire, vous allez faire un redirecteur conditionnel. Alors, je vous montre comment on fait. Imaginons que mon deuxième partenaire, ce soit le M. Mon premier partenaire, c'était quelqu'un d'autre. Mon nouveau partenaire, c'est le M. Je voudrais créer un redirecteur conditionnel avec lui. Comment je vais faire? Sur mon serveur DNS, externe évidemment, je vais aller dans redirecteur conditionnel et je vais faire un nouveau redirecteur conditionnel. Quand vous faites des redirecteurs conditionnels, c'est pour un nom de domaine unique. Cher partenaire, votre nom de domaine est dom.mt.fr par exemple. Et je dois spécifier ici l'adresse IP du serveur DNS qui héberge le domaine dom.mt.fr. Normalement, 172.25.14.69. Ce qui fait que maintenant, j'ai configuré mon serveur DNS pour lui dire toutes les résolutions de nom que tu devras faire pour dom.mt.fr, tu les enverras à ce serveur DNS là. Alors que quand vous aviez fait le redirecteur c'est pour tous les noms de domaine sans exception. Là, ça permet justement de faire une espèce d'aiguillage. Le redirecteur tout court, ce sera pour tout. Et pour un nom de domaine précis, ce sera un seul serveur DNS. Donc, je vais vous demander de faire ça, de définir sur votre serveur DNS un redirecteur conditionnel vers un nom de domaine d'un nouveau partenaire. Pourquoi c'est plus le bazar si on le met dans le redirecteur? Parce qu'en fait, vos redirecteurs ont comme redirecteur les autres redirecteurs. Donc ça fait qu'en fait, les serveurs, ils vont tous s'interroger les uns les autres et on ne sait pas par où ça va passer. Ah, d'accord. Parce qu'il va tous les interroger en fait. Ouais. Et en fait, là, ça ralentit énormément. Alors que là, il va direct à... Voilà, il va direct à l'essentiel. Parce que là, je sais déjà que c'est lui. D'accord. En général, les systèmes avec les redirecteurs, il y a un redirecteur. C'est tout. Et là, en plus, comme vos redirecteurs, ils sont croisés, ça va vraiment mettre le bazar. C'est pour ça que je vais vous demander de faire une redirection conditionnelle. Donc vous avez besoin de trouver un deuxième partenaire. Je vous laisse choisir qui vous voulez. Et bah, comme j'ai fait avec mon partenaire, je lui ai demandé, cher partenaire, quel est ton nom de domaine et quelle est l'adresse IP de ton serveur des deux. Le 2, c'est ton nom de domaine, c'est quoi? C'est DOL. Et toi, ça va être... DOL.AOL. Et ton IP 160. Ouais, point 2. En domrs.fr. Domol.fr. Ah mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas besoin du nom d'autre, il n'a pas besoin de www. Ah, mais bien sûr que non. C'est ça l'intérêt du redirecteur conditionnel. C'est tout ce qui se finira par 12.25. domaine.fr. 2.69. Donc tu n'as pas besoin de faire le nom entier, c'est que le nom de domaine. 172.25. Ouais. Et c'est Domor. On ne peut pas faire OK. Odor. Ah bah Odor il a pris cher. J'ai l'arrêt, tu l'as pas. Ça y est, tu y es? Tu l'as passé? Domor. Brand, il arrive à prendre le ce qu'il a fait. J'ai rien. Il est fort.
Encore heureux qu'il faisait ça, parce que là, au bord, cette musculature, il faisait rien avec. Ouais, c'est un peu gâché. Carrément, un ennemi lui a dit si j'aurais été encore, je serais déjà devenu roi de je sais pas quoi. Il a totalement raison. C'est clair. Normalement c'est vert et puis sur OK. T'as mis la mienne? Et après tu vas sur ton client. Attends, moi ça m'est impossible. T'as pas- Mais impossible. C'est alors, Je teste toi déjà. Je vais tester. Ça c'est bon pour toi. ouais. Ça serait bien s'ils en disaient plus sur les Ben, clics dessus. Inconnu, c'est produit. Elle est inconnue. Produite lors de la validation du serveur. Est-ce qu'il faut que je modifie quelque chose? Ça fonctionne. C'est bien sûr le On bosse. serveur X. C'est un deuxième partenaire. On bosse. Et toi, t'as- Attends, c'est quoi sinon, donne-moi ton écran, comme ça je regarde. Je t'envoie un truc. Dans le DNS. Ouais, complètement. IP config, C'est bon, t'as trouvé un deuxième partenaire? espace, Non, slash, personne Là, il est peut desk. travailler avec lui. c'est ça? Non. Voilà. Non, DNS, ça c'est sur le client. Ça n'a rien à voir avec ça. 17,86. C'est juste Un pour 17. afficher. Non, c'est 10. Quand t'es sur le serveur, ouais, voilà. Je l'ai pas fait. 310. Ça c'est le cache. Alors, Oui. Là on est dit Ah, quel nom de site je connais Supprime-le et réécris-le. C'est lui. On est sur la base que j'ai fait. Ah, vas-y, reclique dessus, supprime, en haut. On a une croix rouge supprime, avec supprime, son supprime. truc. J'ai pas entendu là. Attends, regarde, attends. Attends, Croix Rouge 443 3 bits. Non, non. Tu vois, il faut tout Une faire. erreur inconnue s'est produite lors de la validation du serveur. Ouais, Une erreur inconnue s'est produite lors de la validation du serveur. Oui, oui, le télé. Ça doit être un problème sur le serveur. Voilà, tu sens son goût. Bah, peut-être parce que moi j'ai rien modifié. Putain, ça. Entrée. Tentative de l'erreur. Et est-ce que T'as fait un flèche et tout? est-ce que Tu fais quand même OK. Je vois si je le ping. Ouais. Et maintenant, on revient dessus. Sur deux morts. Vas-y. 72. Et viens, et clique droit. Ou là? Ouais, tu peux aussi. Ah non, tu peux pas. Faut que tu... C'est deux morts, pardon. Zéro perte. Et ping. Dans mon écran? Ouais, bouge pas, l'effet tentative. Il est où? C'est bien un clic sur le directeur conditionnel. Ouais, c'est bon là. C'est bon? Ah, il a trouvé le serveur 05. OK. Tu peux me c'est pour le commande. Ouais, tu peux mettre HTTP. de résolution. Voilà, ouais, OK. Validation. De mort.fr. Toi, t'es le 9. D'accord, fonctionné. Supprime le point. Voilà, nickel. Ça ping. Ouais. Attends, je sors de la IDS parce que sinon je vais te... Je fais annuler. La merde. Mais c'est normal que ça me mette une croix. Ah oui. Je sais pas. On prend un peu tout le monde dans ça. Ah, attends, je vais supprimer le en bas. Non, j'ai pas fait de flèche. On va faire le point com. Pourquoi j'ai ce croix rouge? C'est peut-être moi alors. On peut prendre le troisième qu'on prend. On peut être à Oui. plusieurs dessus. Qu'est-ce qui se passe? Comme je fais mon nouveau directeur conditionnel, Oui. on est d'accord que c'est sur le serveur 5, le serveur externe. Oui, oui, le serveur DNS externe, c'est exact. Je mets l'adresse IP d'Olivier Oui. et j'ai une croix rouge. C'est pas grave. Ok, une erreur inconnue s'est produite par C'est la pas grave. validation du serveur. Est-ce que ça fonctionne?
T'as testé quand même? Fais-le. Ça fonctionne. J'ai fait .com, Olivier. Je teste avec .com, du coup. J'ai fait ça. Attends un peu. Du coup, C'est marrant, si tu veux ça doit faire la même avec toi, mais ça. Vas-y, fais-le. Donc là, ça devrait fonctionner. Là, sur un personnage. Ben moi j'ai déjà vu comme ça, mais j'ai pas tout. Les vistas sont frappés quand même du. C'était la bombe pour faire. on va faire le point FR. Parce que ça passait à un moment donné. Ah bah je suis dessus. Le métier Mais tu sais, on voit ça sur la ligne. Ils ont arrêté de bosser. Mais c'est pas mal, franchement. Ouais. N'importe quel. Parfois, ça permet de donner le Ah ouais? Ah, ça, c'est ce que j'avais fait l'autre fois. parce que. Là, j'ai vu ce qu'il y avait. Ça va. Une fois, Ah, tu crois, ça rafraîchit. Ouais, je pense que c'est une question de rafraîchissement. Parce que. D'ailleurs, ils volent les plâtres là dans le bureau. Là, ça fonctionne. C'était vraiment normal, Christophe, ou pas du coup? Quoi? Le point rouge. Oui, c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est ça, ouais. Là, ça fonctionne. Il avait la montre, le moteur. C'est ça, il mettait vraiment question, nous on avait un petit message d'erreur qui ne nous gêne pas pour accéder au site. Et il te met tentative, quand tu fais la tentative pour récupérer directement le nouveau serveur, enfin pour accéder au nouveau serveur, il nous met échec tentative, je sais pas quoi, et finalement il faut quand même aller sur le serveur. Parce que finalement il le trouve quand même, parce qu'il trouve le nom du serveur. Est-ce que c'est normal? C'est normal, c'est parce qu'en fait, il y a des vérifications qui sont faites auprès des serveurs DNS et on n'a pas créé tous les enregistrements qui vont bien. Pour faire un DNS officiel, D'accord. que tu puisses être reconnu, c'est encore une fois des questions de sécurité. Et nous, on n'a pas mis toutes les identités qui permettent de vraiment identifier un DNS officiel. C'est une indication pour dire Oui, attention. c'est une indication en disant ça n'a pas répondu comme ça aurait dû. D'accord. Mais ça fonctionne quand même. Ça pue par contre. Ah, t'as vu ça? Alors, est-ce que cette redirection conditionnelle a fonctionné? Oui. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non? C'est good for everybody? Des questions? Non? Allez, je vous en fais un dernier pour la route. Donc, quand... Oui, il avait bien. C'est bon, je peux vous interrompre? Voilà. Quand vous avez un serveur DNS qui a besoin d'autres serveurs DNS, on a vu que vous pouviez configurer soit dans les propriétés du serveur, vous pouviez faire un redirecteur, dans lequel on va l'interroger pour tout ce qu'on ne connaît pas. On pouvait faire un redirecteur conditionnel, mais ça c'était interroger un autre serveur DNS pour un nom de domaine. Il y a encore une autre solution. C'est quelque chose qu'on a vu rapidement. Quand vous faites vos nouvelles zones, vous avez le choix entre les zones principales, c'est ce que vous avez fait essentiellement, mais vous pouvez aussi faire des zones secondaires. La zone secondaire, c'est une copie d'une zone principale en lecture seule. C'est-à-dire que sur un serveur DNS, il y a une zone principale. Sur un deuxième serveur DNS, vous pouvez créer une zone secondaire, qui est une copie en lecture seule d'une zone principale. C'est encore une autre solution pour arriver au résultat que je vous ai dit, c'est-à-dire, j'ai un autre serveur DNS qui a des enregistrements, c'est lui qui s'en occupe et moi je les ai pas. Et là, c'est ce qui va se passer. C'est la même chose. Alors l'intérêt de la zone secondaire, par rapport à toutes les autres méthodes qu'on a vues avant,
c'est que comme la zone secondaire, c'est une copie d'une zone principale, les enregistrements, vous les avez sur votre serveur. Je vous rappelle la mécanique des redirecteurs. Votre client interroge votre serveur interroge un redirecteur. Si vous avez une zone secondaire, votre client interroge votre serveur il a les enregistrements. Donc il n'a pas besoin d'interroger un redirecteur ou un autre serveur. C'est plus rapide en fait. Ça va beaucoup plus vite, les zones secondaires, vu que votre serveur a une copie d'une zone principale. Donc il a tous les enregistrements. Si on met pas à jour par rapport à l'autre. Ça se met à jour tout seul, justement. Ça se synchronise tout seul. Ah, super. Tu n'as rien à faire. L'idée, c'est que ton serveur qui va héberger une zone secondaire va répliquer régulièrement le contenu de la zone principale qui est sur un autre DNS. L'objectif des zones secondaires, c'est éliminer du trafic. Alléger le trafic, effectivement. C'est-à-dire que comme c'est votre serveur qui héberge la zone secondaire, il a tous les enregistrements. Donc il ne va pas réinterroger les redirecteurs à chaque fois. Il aura tout en local. Donc entre le redirecteur conditionnel et la zone secondaire, vous arrivez au même résultat dans les deux cas. Simplement, il y en a un qui a une copie d'une zone principale et l'autre qui va interroger le redirecteur à chaque fois. Et bien évidemment, on va tester, on va créer une zone secondaire. Alors, je vais le faire, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, pour tester la zone secondaire, vous avez besoin d'un troisième partenaire. Donc, moi, j'étais déjà en partenariat avec un partenaire. J'avais un deuxième partenaire, c'était le M. Mon troisième partenaire, ce sera le H. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Sur mon serveur à moi, je vais créer une nouvelle zone de recherche directe, mais je vais choisir comme type de zone, zone secondaire, et pas zone principale. Quand on fait ça, quand on crée une zone secondaire, il faut rentrer le nom de la zone. Comme mon nouveau partenaire, c'est le H, ce sera du DOM. Quel est le nom de votre domaine, s'il vous plaît? Domac. DOM AK AC. AC.fr. Moi, ma zone, que je souhaite avoir, c'est une copie d'une zone qui s'appelle domac.fr qui est dans son serveur DNS à lui. C'est ça que je veux faire. Et bien évidemment, il faut que je mette l'adresse IP de son serveur DNS qui héberge la zone domac.fr. Logiquement, c'est du 172.25.12, merci, .69. Bon, vous aurez encore... ah bon, voilà, il a répondu. C'est possible qu'il ne réponde pas. Et je fais terminer. Ici, j'ai donc, vous voyez, deux choses qui se ressemblent beaucoup. Hein. Dans ma zone de recherche directe, j'ai une zone domac.fr. Dans redirecteur conditionnel, j'ai domamt.fr. Mais évidemment, ce n'est pas la même mécanique. Hein. Il y en a un, c'est un redirecteur conditionnel. L'autre, c'est une zone secondaire. Attention, quand vous avez créé vos zones secondaires, vous aurez une croix rouge. Pourquoi? Parce que par défaut, le réplica est désactivé. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé, je me suis créé ma zone secondaire. Je n'ai pas demandé l'autorisation de mon H. Le H, il doit autoriser mon serveur à aller récupérer les données chez lui. Un autre avantage des zones secondaires, c'est que c'est plus sécurisé. Ici, là, si le H ne fait rien, j'aurai jamais le contenu de sa zone. Là, j'aurai une croix rouge tout le temps. Ce que va devoir faire le H, c'est m'autoriser, autoriser la réplication depuis mon serveur. Et ça se fait dans les propriétés des zones. Donc là, si, en imaginant que je suis le H, s'il va dans les propriétés de sa zone qui s'appelle domxy.fr, il y a un onglet qui s'appelle transfert de zone. Donc dans vos zones principales, dans vos zones de recherche directe, si vous allez dans les propriétés, vous avez un onglet transfert de zone dans lequel il y a autoriser le transfert de zone. Et qu'est-ce qui est sélectionné par défaut? Non, il n'y a pas écrit rien. Il y a écrit uniquement vers les serveurs listés dans l'onglet serveur de nom. Je vais donc aller dans l'onglet serveur de nom. Et dans l'onglet serveur de nom, il y a qui? Il n'y a que mon serveur. C'est pour ça que par défaut, le transfert de zone entre une zone principale et une zone secondaire est désactivé. En fait, ça ne fonctionne pas. Donc là, tant que le H n'aura rien fait, je ne pourrai jamais récupérer sa zone. J'aurai jamais le contenu. Le transfert de zone sera désactivé.
Donc, ce que je vous conseille de faire, au choix. Si vous voulez d'abord que ça fonctionne, vous allez cliquer sur vers n'importe quel serveur. Donc, si le H veut m'autoriser à répliquer sa zone, il faudra qu'il aille dans sa zone et qu'il coche n'importe quel serveur. Évidemment, n'importe quel serveur, c'est pas très sécure. Ça veut dire que moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs pourrait répliquer sa zone. S'il veut être plus sécure, là ici, il choisit uniquement les serveurs suivants. Et en cliquant sur modifier, il mettra l'adresse IP de mon serveur. On a, comme d'habitude, la même hésitation. Si je choisis n'importe quel serveur, c'est plus rapide, c'est plus pratique, c'est plus simple, mais c'est moins sécurisé. Si je choisis uniquement les serveurs suivants, il faut que je rajoute les adresses IP des serveurs qui auront le droit de se répliquer avec cette zone. C'est plus chiant, c'est plus long, mais c'est plus sécurisé. Tout dépend qui commande chez vous. Est-ce qu'ici les RSSI ou s'il est travailleur? C'est vous qui voyez. Et si on passe par le serveur de nom pour rajouter... C'est pareil. Il faudra rajouter le nom du serveur de nom. Tu te retrouves avec la même problématique. Tant que tu n'as pas ajouté le nom ou ici l'adresse IP, aucun serveur pourra répliquer ta zone. On retrouve la même notion de sécurité. Ça sécurise bien. Dans un premier temps, s'il vous plaît, choisissez vers n'importe quel serveur. Moi, j'aime bien travailler comme ça. D'abord, ça fonctionne. Après, on sécurise. Donc, vous allez devoir travailler, encore une fois, en binôme. Il y en a un qui doit créer la zone secondaire. Et le partenaire doit autoriser le transfert de zone sur sa zone. Bon, là, il y a un truc facile. Dans un premier temps, tout le monde peut faire ça. Dans vos zones domxy.fr, vous pouvez aller dans l'onglet transfert de zone et sélectionner, voilà, autoriser le transfert vers n'importe quel serveur. Au moins, vous autorisez tout le monde. Et après, vous pouvez faire les zones secondaires. Mais du coup, si on autorise tout le monde, ça veut dire que ça fait comme la redirection. Alors, tu vas arriver au même résultat. Oui. Le résultat sera, je peux pinguer son nom de domaine à lui. Je peux afficher son site internet, oui. C'est simplement ça. Mais la méthode n'est pas la même. Quand tu fais redirecteur conditionnel, quand tu as une requête à ton serveur interroge celui de ton partenaire. Quand tu fais la zone de recherche directe secondaire, ton serveur contient une copie de la zone de ton partenaire. Donc quand ton client interroge ton serveur, il a la résolution. Ça s'arrête là. Ça n'interroge pas le redirecteur. Ça économise du trafic réseau. C'est juste pour ça. Tout à fait. Parce que des fois, il y a justement beaucoup de trafic dans les réseaux. Il y a des fois, par exemple, entre ton serveur et celui de ton partenaire, l'accès il est coupé. Il est ouvert qu'une fois par jour. Pour des questions de sécurité, c'est souvent... La réponse, c'est quasiment tout le temps pour des questions de sécurité. Donc ce qui fait que si tu fais redirecteur conditionnel et que c'est la journée, par exemple, où la ligne est coupée, toutes les requêtes elles échouent. Si par contre tu as une zone secondaire, tu as eu la copie, toute la journée, ça résout. Et la nuit, là quand c'est ouvert, on synchronise. L'autre problématique, c'était la bande passante. Le tuyau réseau entre toi et ton partenaire, il est très saturé. Il faut qu'on économise un maximum de 0 et de 1. Si tu fais redirecteur conditionnel, dès qu'il y a une requête, tu l'interroges, il t'envoie la réponse. Tu l'interroges, il t'envoie la réponse. C'est ça toute la journée. Ben là, comme tu as une copie de sa zone, tu as ces enregistrements. Donc quand tes clients interrogent, toi t'envoies la réponse entre toi et tes clients. Et il n'y a que, une fois par heure à peu près, tu l'interroges, et encore, tu lui demandes, est-ce que tu as des modifications dans ta zone? S'il dit, il n'y a rien, il n'y a pas de transfert. C'est parce que bah, des fois on a des cas de figure un petit peu différents, on a des problématiques différentes, donc il y a plusieurs solutions. Quelle est la meilleure? Ça dépend du cahier des charges. C'est souvent ça. Et toi, tu me vois? Je suis en train de créer. Ah ok. Ah bah t'as l'accès. Toi, tu me vois? Tu me vois? Tu me vois pas? Tu me vois Tu plus. me vois? Tu me vois plus. Par vois? contre, Christophe, là t'as fait toi dans la zone de recherche directe de Paris. Oui, je fais de la merde moi, c'était juste pour vous montrer l'onglet. Que sur nos autres zones de recherche.
Oui. Il faut qu'on autorise le transfert Ah bah, de zone. ça dépend. Là, Sur la zone de recherche, enfin là pour le coup c'est verrou. Donc là j'ai fait que sur verrou. alors, la question c'est, tu as autorisé le transfert de zone sur quelle zone? DOMVF.fr. Non, DOMVS, c'est pas ta zone DOMVF.fr. Le transfert de zone, tu peux l'autoriser que sur ta zone à toi. Ah donc je le fais sur DOMMT.fr. Tu as fait DOMMT.fr, ça veut dire qu'elle doit créer une zone secondaire DOMMT.fr. Ouais. Ça ne marchera que pour cette zone-là. Ça veut dire que si elle veut afficher le site internet www.dommt.fr, ça va fonctionner quand les transferts de zone seront finis. Mais si tu veux qu'elle affiche le .com de chez toi, il faut que tu autorises le transfert de zone sur dommt.com. Et il faut qu'elle crée une zone secondaire, dommt.com aussi. D'accord. Ok. Donc on fait le... D'abord, vous commencez par domxy.fr. Oui, Vous en faites une déjà pour voir. Voir si ça fonctionne, si vous avez bien le transfert de zone qui fonctionne. Ah oui, oui, oui. S'il n'y a plus la Croix-Rouge, tu vois, moi j'avais la Croix-Rouge parce que c'était pas autorisé. Il faut plus qu'il y ait la Croix-Rouge. J'ai plus la Croix-Rouge. Et est-ce que tu as le contenu? J'ai le contenu là. Voilà. On peut s'y connecter là du coup maintenant. Ah oui, oui, ça y est. Tes clients, ils doivent pouvoir afficher les sites internet de Véro. Toi, c'est quoi tes initiales? Back to back. Toujours un lycée. On veut toujours Back to back? back to back. C'est du basket ça, le back to back normalement. Ok. Bon bah c'est back to back. Back to back. Point .fr. Ah, c'est DOMJM ou DOMJ? Mais est-ce que tout ça, Oui. c'est des choses... Et toi, c'est quoi le numéro? J'ai peur de m'embrouiller. Est-ce que dans tout ce qu'on a fait depuis ce matin, c'est des méthodes différentes, des possibilités différentes de C'est ça. faire la même chose? Mais tu te rends compte qu'on arrive toujours au même résultat. Oui. L'idée c'était, moi j'ai des sites internet, j'ai un serveur DNS, j'ai des résolutions de nom. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre sur internet qui en a aussi. Autorisé. Là, l'idée, c'est qu'on puisse résoudre tous les nœuds. Et comme je dis souvent, tous les chemins mènent à Rome. Donc effectivement, quand tu as du DNS, des DNS, Ouais. comment est-ce que la résolution de nom marche avec tous ces DNS? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Des zones de recherche secondaires, des redirecteurs conditionnels, recréer des enregistrements, il y a plein de solutions différentes. Je te vois pas encore parce que j'ai Donc un là, c'est problème par avec exemple une... Et là, je vais essayer le navigateur. Ne dis pas sur la proposition du M. Bon, promis, je le dirai pas. Là, si tu nous redonnes un site à faire. Oui. Je crée mon site, ma page normale. Là, je peux faire sur zone de recherche directe. Je crée ma zone. Ça, c'est pour toi, pour ton site à toi. Oui. Et si dans la consigne, il faut Que Véronique, par exemple, il faut que Véronique y accède. voilà, je peux directement faire la même chose qu'on vient de faire là actuellement, c'est-à-dire créer une zone de recherche directe où j'inclus le site de Véro. Non, c'est là. Alors, ça dépend. La question, c'était quoi? C'est toi qui accèdes au nouveau site de Véro ou c'est Véro qui accède à ton nouveau site? On va dire que moi, je dois accéder au site de Véro. C'est donc à elle de créer la zone principale, Ouais. d'autoriser le transfert de zone, Ah oui. et toi, tu crées une zone secondaire. Ok. Ce que j'ai fait là. Là, j'ai créé une zone secondaire. Voilà, c'est ça là. Ça, c'est la tienne. Les enregistrements qui sont dedans, le 3W, c'est pas toi qui les as créés. Non, non, C'est elle qui les a créés. et la zone principale. Ça, c'est la tienne. Voilà. Et là-dessus, tu as autorisé le transfert de zone. Ouais. Et du coup, là, dans mon arborescence, on peut dire ce qui est en haut, c'est les zones. Non, ah non, déjà, tu peux pas dire ça, parce que c'est dans l'ordre alphabétique. Ah. Ah non, non, Là, en gros, visuellement, on peut pas voir. Non, tu peux pas, faut faire propriété. Ah oui. Si tu fais propriété de la zone, tu vois, c'est écrit type secondaire, deuxième ligne. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, donc, Par contre, si tu vas sur la tienne, la dommt.fr, propriété, type, principal. Principal. D'accord, on n'a pas un petit logo, un petit truc. Non, il n'y a pas de petit Ça, logo. c'est un- Ouais, c'est le même icône. Et là, c'est par exemple, je veux rajouter le truc de l'IAMIN. Il faut que l'IAMIN crée sa zone principale.
Normalement, c'est déjà fait. Ah, tu veux dire un nouveau site ou un de ses anciens? Ah, oui, c'est ancien. Un de ses anciens, ses zones principales, elles sont déjà faites chez lui. Oui. Du coup, si moi je veux accéder, parce que tout à l'heure j'ai pu me connecter aussi. Alors attention, parce que lui, tu as déjà un redirecteur conditionnel avec lui. Oui. Mais Ça. non, mais on peut le faire parce que tu l'as, mais que pour Liamine, le sien c'est LLB. LLB, mais il est où? Comment ça se fait qu'il est pas chez toi? Vous étiez pas en partenariat tous les deux? Si, avec Ah oui, mais redirecteur. un redirecteur. Oui. Redirecteur général, on les voit pas les redirecteurs généraux. Donc lui, comme c'est déjà ton redirecteur général, tous ces sites ils sont bons pour toi. D'accord. T'as pas besoin de faire zone secondaire, t'as pas besoin de faire de redirecteur conditionnel. Parce que c'est déjà ton redirecteur principal. Si je vous dis, je voudrais faire un nouveau site internet, pour Liamine, ça va marcher direct. Ouais. Pour Véro, ça va pas marcher. Non, parce que Direct, il faudra créer, voilà. un redirecteur Pour Olivier, conditionnel. avec le haut, il faut que tu fasses un redirecteur conditionnel pour son site. D'accord. Moi aussi, Voilà. Là, on va arriver, tu vois, au même résultat, mais il y a 3 méthodes différentes. Ouais, carrément. Certaines sont plus longues, certaines sont plus rapides, certaines nécessitent plus d'autorisation. Voilà, parce que je ne sais pas où vous allez vous retrouver dans la vraie vie, donc les DNS, il y a plein de solutions différentes. C'est pas l'heure. Je vous cache pas que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Hein. Il y a des redirecteurs conditionnels, des zones secondaires, il y en a partout. Hein. Ouais. On fait beaucoup ça. Alors, est-ce que ces zones secondaires fonctionnent? Certes oui. Je t'ai demandé le code. Pas dans les deux Ah. sens. Pour le point. C'est un problème de. Il faut que tu autorises le transfert de zone. Transfert de zone vers n'importe quel serveur. Ok. Normalement c'est bon. Le point com. Donc là, on peut les choper n'importe Il y a de l'English aussi. Hein. S'ils ont choisi, oui. Si tu as autorisé vers n'importe quel serveur, S'ils ont fait ce que tu as demandé. ils ont fait ce que j'ai demandé, effectivement. Je peux aller Tu, voir. tu viens d'entendre que le M, il a autorisé son site en .com vers n'importe qui, tu peux créer une zone secondaire. C'est ça. Et aller voir ce qui est. C'est là où, est-ce que c'est sécure, c'est pas sécure, faut qu'on discute. Mais ça fonctionne. Alors, est-ce que vous avez réussi à créer une zone secondaire? Alors, première question pour tout le monde. Vous avez créé une zone secondaire qui est donc une copie en lecture seule d'une zone principale qui est sur le DNS de votre partenaire. Vous pouvez vérifier le côté lecture seule? Est-ce que dans la zone secondaire que vous avez créée, est-ce que vous pouvez faire un nouvel hôte? Ah bah non, dans une zone secondaire, on peut pas créer un nouvel hôte, ça peut pas marcher, non? Ah non, vous faites autre chose, pardon. Autant pour moi, vous êtes en dehors du cours. Ok. Moi, je vous laisse faire ce que vous voulez. Chargé. Pour ceux qui veulent participer au cours, Il n'y a pas de nouveau. il n'y a pas nouveau. C'est chargé. Est-ce que vous pouvez supprimer un enregistrement qui est dedans? Il doit y avoir du www dans cette zone. Vous pouvez le supprimer? Vous pouvez le modifier? Non, c'est en lecture seule. On peut juste recharger. Ça montre qu'en fait, que quand vous avez une zone secondaire, il n'y a pas de danger pour la zone principale. Celle que vous copiez, c'est que de la lecture seule. Vous avez les infos, mais ces infos, on les a tout le temps de toute façon. On peut y accéder toujours aux infos d'une zone. En fait, c'est une copie ou c'est une lecture? C'est une copie en lecture seule. Non seulement c'est une copie, mais en plus tu peux pas la modifier. Parce qu'à la limite, même si je la modifie. Mais l'idée c'est que tu puisses pas la modifier. Que entre guillemets le papa, la maman, l'original, 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 le premier, Le fichier original. enfin celui qu'on doit pas modifier, c'est celui qui est sur le serveur du partenaire. Donc c'est lui qui crée les enregistrements. Et c'est ce que je vais vous demander de faire. La zone principale et secondaire, vous avez fait avec le .fr, domxy.fr. Oui. Est-ce que le partenaire, enfin vous-même, parce que vous-même, dans votre zone domxy.fr, vous pouvez faire un nouvel enregistrement, s'il vous plaît. Alors vous allez créer l'enregistrement qui s'appelle Kiki. Vous me faites un nouvel hôte dans votre zone de recherche directe qui s'appelle Kiki. Et vous devez, ça fait kiki.domxy.fr normalement. Et vous mettez l'adresse IP 1.1.1.1. Donc je vous le redis, dans dans votre zone, dans ta zone domxy.fr, est-ce que tu peux faire un nouvel hôte, s'il te plaît? Tu fais un nouvel hôte. Alors il faut cliquer sur nouvel hôte pour faire un nouvel hôte. Tu l'appelles Kiki. Et il te demande une adresse IP. Tu mets 1.1.1.1. Ok. Donc en fait, vous venez de modifier votre zone principale. Votre partenaire,
Donc il faudra demander à votre partenaire, même vous-même, si votre partenaire l'a bien fait, vous allez dans la zone secondaire de votre partenaire. Et si vous patientez, Kiki doit arriver tout seul. Ça met à peu près 1 heure. Comme nous sommes impatients, comment faire pour forcer? Méthode ancestrale. Actualisé. Oh, genre. Ce serait ça? Non, recharger à partir du même. Oui. Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu demandais comme. Alors, est-ce que tu as une zone principale domxy.fr? La tienne. La mienne, oui. Est-ce que dedans, tu peux me créer un nouvel hôte qui s'appelle Kiki, s'il te plaît? Est-ce que tu vois mon Ça fonctionne, Véro? Est-ce que tu... J'ose pas dire à Véro. Voilà, elle est arrivée. Est-ce que tu vois mon Kiki? On y est. Est-ce que tu vois d'ici? Ah ouais, Est-ce que tu vois mon Kiki? je Oh vois là là pas là, ton des kiki, gosses. Véro. Alors j'arrive le G. Je vois pas ton J'arrive. kiki. Moi non. Ah, C'est actualisé tout ça. Voilà, domgd.fr. Donc le nom de ton nouvel hôte, c'est Kiki. Et l'adresse IP, c'est 1.1.1.1. Là-dedans? Ouais, mais si tu veux. Crée un autre. Ajoute un autre, pardon. Faire réfléchir, Ok. Bah, tu peux faire terminer. Ferme. Le partenaire avec qui tu as fait la zone secondaire, c'est qui? C'est Roland. Donc le R, il faut qu'il recharge la zone. Et sinon, je vois que tu as un domrs.fr là qui est rouge. Alors c'est parce que quand j'ai effacé en fait son domaine, quand t'as demandé d'effacer, je sais plus c'est quoi déjà, Ça un peut autre, pas. en fait j'ai effacé carrément sa zone de recherche. D'accord. Mais là, tu peux la recharger là? Un problème, C'est vrai? Non, 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 t'as pas besoin d'aller dans propriété. Non, 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 c'est pas ça. Fais clic droit de souris. Attends, Transférer à partir du maître. Vas-y. F5. Alors faut voir, est-ce que c'est qui domrs? C'est Roland. Tu as autorisé le transfert de zone? Oui, bien. Ça devrait marcher. Fais F5, ça devrait s'afficher. Attends un peu. Non, moi ça va bien. Alors est-ce que le kiki est arrivé? Les kikis arrivent? Non, il n'est pas arrivé. C'est bon? Vous avez vu vos kikis? T'as vu son kiki? C'est bon? On n'a pas. Ça marche pas. Oh c'est moche. Ou alors bah t'es connaisseur apparemment. Je dis rien. Voilà, c'est bon, excuse-moi. Tu fais juste des signes. ça fonctionne pas, Léo. Normalement ça doit fonctionner. Faut juste attendre. Attendez un petit peu, faites F5. Pensez à faire recharger, clic droit de souris, transférer à partir du maître. Ça force la réplication quand vous faites ça. Ça devrait arriver. T'as vu son kiki? Quand t'as fermé, Ah, c'est bon, Véro, je vois ton kiki. C'est moi le retour pas. Il faut que tu fasses clic droit sur C'est le mec qui transfère. ta sous-zone. La zone secondaire. Et tu fais transfert à partir du maître. Je te vois. Ça y est, je te vois. Tu l'as. Ah, mais d'ici, tu l'as revu. Je me suis rapproché, là, voyez pas. C'était plus loin. Soit il a une mauvaise vue, soit c'est un problème de taille. Il est... Mais il l'a revu de loin, c'est quand même particulier. Ah bah c'est le recul. C'est le focus. Ah, de près il avait peut-être dans l'œil. Non. Oh là 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 là. Ça marche. Ah bah bravo. On rigole. Ah, il est beau ton kiki, Manu. Ah, bah, merci. Ah, Il est gros. Christophe, on Eh va. bah dis donc. J'aurais dû. Heureusement, ils ont pas C'est vrai que je l'ai mis en majuscule. Hein. J'ai un gros kiki. pas les arrive sur YouTube, c'est vrai. Patientez, ça met un peu de temps pour arriver les kikis. Depuis tout à l'heure, on doit se mélanger et on se monte les kikis. Enfin, c'est n'importe Ouais, c'est clair. Je sais pas si on fait encore du réseau à ce niveau-là. Je vais me faire ban moi, direct. Ah là c'est sûr que bon, c'est fini quoi, la YouTube monnaie c'est terminé. Ouais. S'il n'y a pas de signalement avec ça, je sais pas ce qu'il faut faire. Le bandeau ne protège plus là. Ah ouais c'est fini là. C'est terminé. Bon, je vois toujours Tu pas vas le voir titre. le. C'est quoi? C'est le CSA là? Non, c'est quoi? Ça met du temps. Le truc de la télé là. Plus c'est long. Fermé. Zone secondaire. Je vois pas. Il voit le bien, je vois pas le sien. Ça va arriver. C'est long. Pense à faire F5, recharger à part du maître. T'as pas à aller chez lui hein. Non, Si tu vois pas le sien, c'est toi qui tires hein. je marche. Déjà, je vois le bien, ça me permet de voir le bien.
Après, t'as vu, ça peut pas échouer. Ah ouais, faut que je marche pour voir le bout. Et oui, Drake, faut que je me... Va falloir cocher les cases dans les catégories de Twitch. On rajoute à la fin du bandeau un moins de 18. Pour Moins 18, réservé à un public averti. Je me dirais, ça pourrait être pas mal, parce que pour toutes les blagues en plus, ça pourrait passer. C'est un public averti. Ah voilà. Ah, si vous venez, c'est que vous êtes averti que ça part dans tous les sens ici. Hein. C'est bon? C'est bon, on se voit. Vous savez, vous voyez les kikis? Voilà. Très bien. Des questions? Ça va? Oui? Oui, oui. Parfait. Allez! Bon. J'ai quelques explications complémentaires à vous donner. En particulier concernant les ports et les protocoles. On est passé un petit peu vite là-dessus. Volontairement, évidemment. Mais quand vous avez fait vos port forwarding, on avait parlé d'utiliser des ports TCP ou des ports UDP. Maintenant que vous maîtrisez un peu mieux tout ça, je voudrais qu'on revienne plus en détail sur les ports TCP ou les ports UDP. Donc, petit rappel, il y a combien de ports TCP? 65 536. Il y a combien de ports UDP? 65 536. Est-ce que quelqu'un est allé chercher un peu la différence entre les deux? Oui. Oui? Quelles explications t'as trouvé? TCP, c'est plus fiable. Quand on envoie une donnée en TCP, le protocole TCP, il assure que la donnée, elle part, elle revient. La fiabilité des paquets. Alors que UDP, ça privilégie la vitesse. T'envoies, mais t'es pas sûr de recevoir. C'est privilégié dans les appels téléphoniques, dans les vidéos, tout ça, dans les streaming vidéo. C'est bon. Et TCP, c'est pour les trucs comme ça, c'est pour ce que nous on utilise. Parfait. C'est bon, j'ai pas besoin de vous l'expliquer alors. UDP, c'est la VOIP. Non. Plus pour le... Alors, quand vous ferez des recherches sur TCP, vous allez entendre effectivement c'est plus sécurisé, c'est plus sûr. Dans le sens où, si on utilise le protocole TCP, lorsque, c'est pour du réseau tout ça bien sûr, c'est pour envoyer des données entre deux ordinateurs. Si on utilise le protocole TCP/IP, l'ordinateur qui envoie les données, avant d'envoyer, il vérifie qu'il y a une réponse de celui qui va le recevoir. Donc il est sûr qu'il y a quelqu'un à l'autre bout. C'est pour ça qu'on dit que c'est un protocole qui est plus sûr, qui est plus sécurisé, dans le sens où les données ne sont pas du tout protégées. C'est juste que les données ne partent pas dans le vide. On attend qu'il y ait quelqu'un qui ait répondu avant d'envoyer les données. Si vous voulez, c'est un peu comme si il fait un ping, ça répond, ok, j'envoie les données. Comme ça, elles ne partent pas alors qu'il n'y a personne au bout du fil. Et évidemment, UDP ne le fait pas. Si on utilise le protocole UDP, on va envoyer les données, même s'il n'y a personne à l'autre bout. C'est pas grave, ça part dans le vide. Et c'est donc pour ça qu'on dit que UDP, c'est plus rapide que TCP. Vu que on vérifie pas qu'il y a quelqu'un avant, on envoie les datas direct. Donc si coup de bol, il y a quelqu'un à l'autre bout, ben la personne à l'autre bout, elle va recevoir les données plus vite, vu qu'il n'y a pas eu de vérification avant. Mais c'est moins sûr dans le sens où les données sont peut-être perdues. Parce qu'il n'y a personne au bout du fil. Et c'est vérification à chaque paquet. Oui. Toutes les communications, à chaque fois, ils vérifient. Donc, mais c'est pas TCP... un accusé de réception. Non, c'est pas un accusé de réception. C'est un accusé qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un au bout du fil. Il y a quelqu'un avant d'envoyer. C'est une vérification avant envoi, si tu veux. Donc, TCP, c'est censé être plus fiable que UDP. Oui. UDP, c'est censé être plus rapide que TCP. Et donc, quand vous allez utiliser des logiciels réseau, du trafic réseau, certaines fois, vous utiliserez sans le savoir le protocole TCP, et d'autres fois, vous utiliserez le protocole UDP. Qui choisit? C'est les développeurs. C'est ceux qui créent les logiciels qui vont décider de plutôt utiliser TCP ou plutôt utiliser UDP. C'est pas vous qui choisissez. Pour l'instant, nous, on a utilisé que TCP sur le port 80. C'est ce qui est utilisé pour le protocole HTTP. Le L s'était renseigné, le DNS, le protocole DNS, il utilise quel port? Les deux. 53.
sur quel protocole? TCP, UDP. TCP et UDP. Le service DNS, lui, il utilise les deux protocoles. Ça a été choisi par les développeurs. Pourquoi? Ils ont leur raison. Vous savez pas. En gros, ceux qui décident pour des raisons soit de rapidité, Soit de sécurité. C'est complètement subjectif. Tu vas avoir des développeurs, pour une raison quelconque, ils ont préféré un protocole plutôt qu'un autre. En général, c'est souvent la vitesse qui fait la différence. Et donc, c'est très souvent utilisé. Par exemple, quand vous faites du streaming, le streaming, c'est de l'UDP. Parce que le serveur, il balance les datas. Vous êtes à l'autre bout, vous recevez pas, il s'en fout. Lui, il balance. Pas besoin de vérifier que vous avez répondu. Ça va plus vite. Toutes les fois où vous regardez YouTube, par exemple, c'est que l'UDP YouTube. C'est pas grave s'il y a des paquets qui manquent. Quand vous faites du streaming, s'il y a des artefacts, s'il manque des morceaux dans l'image, c'est pas un problème, ça vous empêche pas de regarder le film. Donc, c'est du DP. Comme ça, ça prend moins de bande passante. C'est moins gourmand, c'est moins lourd comme protocole. il y a qui d'autre qui fait UDP+, qui fait les deux pour faire la TNS? J'en sais rien. Tu crois que je connais tous les protocoles de tous les ports utilisés partout? Non mais tu me surestimes à un point. Moi j'y connais rien. Je suis déçu. Ah bah moi je fais Wikipédia, port TCP, port UDP. Puis il y a toute une liste, il y en a plein. Évidemment pour votre passage de titre, il faut que vous les connaissiez par cœur. Hein. Les principaux. Oui, les principaux. Tous, ça fait beaucoup quand même. Tous, c'est beaucoup. Le premier à connaître, c'est HTTP. Hein. Port 80, c'est le premier à connaître. DNS, c'est pas mal. 53, c'est pas mal. Pas mal aussi. Les ports les plus importants à connaître, t'as une liste, t'en as une centaine. Bah, le problème, c'est les ports les plus importants à connaître, ça dépend de ton métier. Oui, oui. Voilà. Si tu es analysateur de trame réseau, t'as intérêt à les connaître. Hein. Parce qu'il faut que tu saches à quoi chacun y sert, parce que toi, ton boulot, c'est faire de l'analyse. Si ton travail, c'est gérer la sécurité dans Active Directory, t'as jamais besoin de connaître les ports. Ça n'a aucun intérêt. Les permissions NTFS, ça va pas t'intéresser de savoir quel est le port du DNS. Donc ça dépend. Faut que vous en connaissiez quelques-uns quand même. Hein. Je vous le dirai à chaque fois, ce qu'il est plutôt nécessaire de connaître. C'est green? Alors, je vais vous demander de faire une petite recherche. Et vous vous souvenez du modèle OSI? Oui. Oh là là, il y avait combien de couches? 7. 7. Ben, je vais vous demander, selon vous, TCP et UDP sont dans quelle couche du modèle OSI? TCP, il est dans le protocole. Applicatif. Alors, Dans la question était, il y a 7 couches, je veux le numéro. La troisième. Couche numéro 3 pour TCP? Deux. C'est ce qu'a donné tes résultats? Non, couche 4. Ah, Le couche nom 4. Connu sous le nom de couche transport. T'as raison. La couche 4, c'est la couche transport TCPT. Ça veut dire quoi déjà, le T de TCP? Transport. Toi, tu crois? Bon. Ou télé. Ah oui, je crois que c'est télévision plutôt. hein. Télé, canapé. Canapé. Portable. Et P... Ouais, moi j'aurais pas dit ça, mais... Bon. Oui, bah,
Non mais attention, réservé aux adultes. T'as pas mis le logo, je peux Display, rien dire. putain, faut que je mette le moins de 10, moins de 18. Et effectivement, c'est dans la couche 4, je crois. Sur UDP, j'en ai une autre. Ah. C'est un syndicat. Ah, c'est un syndicat. Qu'est-ce qu'il y a comme protocole qui se trouve dans la couche 3? IP. IP, vous le connaissez? C'est le protocole qui sert à gérer quoi? Les adresses IP. Tout ce qui est adresse IP, c'est le protocole IP. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a parlé de TCP/IP, je vous ai parlé de la pile de protocoles TCP/IP. Non? Personne n'a aucun souvenir de ça? Si, il y en a un qui s'en souvient. Merci, c'est gentil d'être venu ce jour-là. Ouais. Je vous avais dit que TCP/IP, en fait, on aurait dû l'appeler TCP, UDP, IP, ARP, ICMP. Il y a plein de protocoles empilés les uns sur les autres. C'est pour ça qu'on appelle ça la pile TCP/IP. Bah, dans la pile TCP/IP, vous avez des protocoles qui sont dans les couches du modèle OSI. Bien maintenant, vous connaissez les 4 premières couches du modèle OSI. Vous savez, couche physique, couche... Au-dessus de la couche physique, c'est quoi? Ah non, du modèle OSI. Liaison, après. Après, transport. Dans transport, vous avez TCP, UDP. Dans réseau, vous avez IP, l'adressage IP. Dans liaison, vous mettez la MAC adresse. Et dans physique, bah, physique c'est le câble. Physique, MAC adresse, adresse IP, port TCP, port UDP. Ouais, facile. Quand on disait TCP/IP, c'est-à-dire qu'on faisait référence aux deux couches du modèle OSI? Bah, quand on parle de TCP/IP, on fait référence à 2 protocoles de la pile TCP/IP. Tu vois que dans TCP/IP, il y a aussi UDP. Ouais. On aurait pu l'appeler TCP/UDP/IP. Il y en a aussi un autre. On l'a vu très brièvement. Est-ce que vous vous souvenez quand j'ai cru qu'il y avait un conflit d'adresse IP avec le routeur là hier, avant-hier? Je vous ai fait taper une commande. Je vous ai tapé ARP-A. Vous vous souvenez ce que ça affichait? Refaites-le si vous voulez. Retapez la commande ARP-A. Oui, mais pas que. Qu'est-ce que vous avez là dans cette liste? Des MAC adresses et des adresses IP. ARP, c'est le protocole qui fait le lien entre la MAC adresse et l'adresse IP. Là, il est entre les deux en fait, voilà, si tu veux. Si je reviens sur ce que j'avais dit sur les couches du modèle OSI, il y avait la couche liaison de données où il y a la MAC adresse et au-dessus, tu as IP. Et, bah, entre les deux, tu as un protocole qui s'appelle ARP. Il fait la liste entre les deux. Donc, si je reprends ma pile TCP/IP, je devrais l'appeler TCP, UDP, IP, ARP. Oui, mais alors pas que, parce qu'il y en a plein en fait. On avait des TCP comme ça. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait le jour de la réunion. Bah, comment on va l'appeler ce machin là? Ah, moi j'aimerais bien l'appeler UDP ARP. Puis il y en a d'autres qui ont voté. Moi j'aimerais bien l'appeler ARP TCP. Parce que c'est dans l'ordre ARP. Ah ouais, mais moi j'aime. Bon, si tu veux. À mon avis, ils ont pris tous les acronymes, ils les ont tous bénés par terre, ils en ont pris 2 au hasard. Bon, bah on va l'appeler TCP/IP. Ça sonne pas mal. Parce qu'ils étaient américains, hein. C'est TCP/IP. Hey, TCP/IP? You mean? Yes, I think it's better. What TCP/IP? C'est resté. Mais en fait, dedans, il y en a plein d'autres. Oui. J'ai pas compris pour l'ARP, c'est la couche 4? Pas du tout. Les deux? C'est entre 2 et 3. C'est entre 2 et 3. 3. D'accord. Parce que là, quand tu fais le ARP-A, ça t'affiche ce qu'on appelle le cache ARP, encore un cache. Et dedans, tu vois des adresses IP et des MAC adresses. D'accord. ARP, c'est le protocole qui lie les deux.
qui permet d'associer une MAC adresse et une adresse IP. C'est comme si je te dis, c'est quoi le service qui relie une adresse IP à un nom? C'est DNS, voilà. Le DNS, il va être entre, j'ai un nom en haut, une adresse IP en dessous. Le DNS, son boulot, c'est de faire le lien entre les deux, convertir l'un en l'autre. Là, tu fais la même chose, tu mets la MAC adresse, l'adresse IP au-dessus. Entre les deux, ça s'appelle ARP. C'est le protocole qui fait le lien entre les deux. On peut avoir ce genre de questions, genre qu'est-ce que l'ARP? Si, bon, j'en sais rien, je connais pas les jurys. Hein. Ça veut dire où c'est dans le... Là, Vas-y, peut-être. Voilà, là, c'est plus ça que tu peux avoir. Tu peux avoir, dites-moi, voilà, dans la couche 3 du modèle OSI, est-ce que vous me donnez, citez un protocole qui est dans la couche 3 du modèle OSI, par exemple? On peut dire IP, voilà, tu dis IP. Pas ARP, il est entre les deux, donc on le met plutôt dans la couche 2, ARP. Parce qu'il est collé à la MAC adresse, en fait. Si tu veux. Mais il est dans la pile TCP/IP. C'est pas trop faux, on va dire. Si on s'amuse à le dire, du coup... C'est ça, c'est ça. Mais ce qui comptera, ce sera que quand tu vas parler d'ARP, si tu en parles, tu le mets au bon endroit. Tu vas pas dire, alors ARP, je crois que c'est dans le DNS, c'est ce qui permet d'avoir les IP dans le DNS. Ok, bon, t'as rien compris. Voilà. Si tu dis ARP, il me semble que c'est un lien avec les MAC adresses. Mais c'est bon. Tu vois, t'es au bon endroit. Tu parles de la bonne chose. Ce que je viens de vous dire, couche 2, MAC adresse. Couche 3, adresse IP. Couche 4, TCP, UDP. Faites-vous quelque chose comme ça. Pour que justement, le jour du titre, quand le jury vous en parle, vous soyez capaillé. Là. Merci, c'est mieux dans cet endroit-là. Vous soyez capable. Voilà. Tout est mélangé là. Voilà. De dire, ben voilà, dans chaque couche du modèle OSI, je sais à peu près à quoi elle sert cette couche. C'est ce que je vous avais dit. Vous devriez connaître une petite définition de chaque couche. Quelle est son utilité? Quel protocole je vais trouver dedans? Ça, il faut que vous le gardiez pour le connaître par cœur. Je sais, couche 3, adresse IP. La couche 3, c'est l'adressage IP. Je retrouve le protocole IP. Donc, je vous pose une question. Un appareil, un truc qu'on trouve sur un réseau qui travaille dans la couche 3. Qu'est-ce qui travaille dans un réseau avec les adresses IP? Un routeur. Voilà. Le routeur, je sais qu'il travaille dans la couche 3. Le routeur, son boulot, c'est les adresses IP. Voilà. Couche 3, routeur. Tout travaille avec une adresse IP, pas tout. Pardon? On aurait pu dire un PC. Oui, tu peux dire un PC, mais alors, ça va, lui, il fait toutes les couches. Le PC, vu que de temps en temps, tu as Windows, tu vas jusqu'à la couche applicative sur un PC. Voilà, un appareil vraiment dédié à la couche 3. Routeur, c'est une très bonne réponse. Il s'arrête aux adresses IP, le routeur. La carte réseau, c'est compliqué, parce que la carte réseau, est-ce que c'est que la couche 3? Eh non, parce que voilà, tu vas avoir le reste aussi, donc c'est compliqué. Là, je parlais d'un appareil. Un appareil, c'est un truc que tu branches. Voilà, dans la fonction et dans la couche 3. Vous pouvez avoir typiquement des questions comme ça. Ça montre que vous avez à peu près une idée des couches. Donc, on va voir si vous avez bien compris tout ça. Allez, question de rapidité. On a dit que le protocole HTTP il utilisait le port TCP/80. On l'a vu plein de fois et on le verra plus tard. C'est juste à titre d'information. Le protocole HTTPS. 443. Voilà, vache, instant. 443. UDP Je sais pas. ou TCP? Ou les deux? Parce qu'on a vu que ça pouvait être les deux. Donc c'est TCP 443, c'est pour HTTPS. Le DHCP, il utilise quel port? TCP ou UDP ou les deux? Parce que je crois que le DHCP, ça balance pas mal en broadcast. Il n'attend pas qu'il y ait quelqu'un qui réponde avant de balancer.
voyez, ce genre de questions, vous trouvez les réponses très vite, très facilement. Ça rebondit sur la question, est-ce que vous devez les connaître par cœur? Ça fait juste gagner du temps, voilà. Je suis jury, je te demande HTTPS 443, ça sort tout de suite. Bon, c'est bon, il sait, il a vu, il a utilisé plein de fois, super. Le DHCP, je sais pas, si vous avez cette problématique le jour du titre avec le jury, vous dites au titre, laissez-moi 10 secondes. Je vais chercher. Je suis capable d'aller chercher parce que je sais ce que c'est qu'un port TCP. Je sais ce que c'est qu'un port UDP. Je sais qu'il y a des logiciels qui les utilisent. Je les connais tous par cœur? Non, absolument pas. Je sais qu'il y en a 60 000 et quelques. Non, je ne les connais pas tous par cœur. Mais je sais faire la recherche. Par exemple, voilà. Mais même si vous dites non, tu n'as pas accès à Internet. Bah non. Moi, je suis désolé, je travaille en 2025. L'accès à Internet, je l'ai tout le temps sur moi. Alors, c'est vrai que si je suis au fin fond de la forêt vierge du Guatemala et j'ai besoin de connaître quel est le port utilisé par le DHCP, oui, ce jour-là, je suis dans la merde parce que ça capte pas. Encore, j'ai peut-être un téléphone satellite, j'ai peut-être un Starlink qui me permettra d'avoir Internet. Voilà, aujourd'hui, avoir Internet, c'est juste normal. Il n'y a aucun problème. Si le jury il en est là à te demander le protocole FTP, tu as 5 secondes. Trop tard. Bon, s'il en est là, c'est que c'est bon pour le titre. C'est que c'est bon, là, il a épuisé toutes les questions. FTP, c'est quel port? 21. En TCP ou en UDP? Transfert de fichiers, connexion. Je vois. Je l'ai pas. Ah, Ah, je sais j'ai pas. fait date, ça dépend. Ah, il y en a deux. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez capable, vous voyez, de rapidement les retrouver quand vous en avez besoin et tous les savoir par cœur. Ça a une utilité si c'est votre quotidien. Je peux vous assurer, moi j'en connais deux, peut-être trois. J'en connais trois. J'ai pas besoin d'en connaître plus. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera maintenant régulièrement. À chaque fois, il faudra peut-être vous poser la question, quel est le port utilisé par ce service réseau? Ce sera très important. Surtout quand on abordera les pare-feux. Et les pare-feux, c'est maintenant. Maintenant que vous avez bien compris comment ça fonctionne les ports et les protocoles réseau, machin, question. À quoi ça sert un pare-feu? Bloquer un port ou une adresse IP, refuser l'accès. Faux. Les pare-feux par défaut, ça bloque tous les ports entrants. C'est ça le principe d'un pare-feu. Quand on installe un pare-feu sur un ordinateur, que fait le pare-feu? Tous les ports rentrants de l'ordinateur, il les ferme. Vous arrivez dans l'immeuble, les 65 536 appartements sont tous fermés. Vous pouvez entrer dans aucun appartement. C'est ça le fonctionnement d'un pare-feu de base. Tout ce qui rentre, c'est bloqué. Vous ne pouvez pas pénétrer une machine, pénétrer un ordinateur, à cause ou grâce au pare-feu, parce qu'il a fermé tous les appartements de l'immeuble. Les 65 500 ports UDP sont fermés, les 65 500 ports TCP sont fermés. Ça bloque tout ce qui rentre. Donc vous n'avez rien qui peut rentrer. Et donc maintenant, on va pouvoir réactiver les pare-feux de nos machines. Le jour est arrivé. Le jour est arrivé. C'est aujourd'hui qu'on réactive nos pare-feux. Parce qu'on va pouvoir configurer nos pare-feux pour laisser passer ce qu'on veut laisser passer. Et pour laisser passer ce qu'on veut laisser passer, il faut savoir ce qu'on veut laisser passer. Donc il faut savoir quels sont les ports utilisés par les services réseau, vu que le pare-feu, il bloque tous les ports. Si on veut utiliser un service réseau qui utilise un port, il faut connaître ce port. TCP ou UDP pour dire à notre pare-feu, cet appartement, il est ouvert. Vous en connaissez déjà un, vous savez déjà que si sur vos serveurs web, on active les pare-feux, il faudra ouvrir quel port? Le 80. Il faudra laisser l'appartement numéro 80 TCP ouvert pour que les gens qui arrivent dans notre immeuble, ils puissent accéder au port 80.
Heureusement surtout que moi, je suis pas jury. Donc je vous invite à aller sur votre serveur 4. Sur le serveur 4, il me semble que vous avez désactivé votre pare-feu. C'était bien ça? Oui. Comment ça, non? J'avais pas désactivé. Oui, c'est vrai que je l'avais dit. Voilà. Bah, je sais pas. Ouais, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Wow, de toute façon, il est activé ou désactivé, c'est pas grave, parce que de toute façon, il faut les activer. Donc pour ceux qui avaient fait ce que j'ai demandé, bah déjà je vous remercie de respecter mes instructions. Ça me fait chaud au cœur. Pour les autres, bah, vous êtes des rebelles, hein, j'ai bien compris. Hein, vous en foutez. Oula, c'est pas pour tout de suite ça. Et donc, à partir du moment où vous avez activé vos pare-feux, il va falloir laisser rentrer du monde. Et ça va se passer ici. Dans votre pare-feu, vous avez... Alors attention, on est en train de parler du pare-feu Windows hein, qui est fourni par défaut avec Windows. Mais la logique de fonctionnement qu'on va avoir là, c'est la même sur tous les pare-feux. Sur tous les pare-feux, il y a des règles qui vous permettent d'autoriser le trafic entrant et ou le trafic sortant. Ça marche dans les deux sens. Je vous ai dit que par défaut, le pare-feu il bloquait tout ce qui rentrait. Ben là, on est sur un site, un serveur web. Ce sont bien évidemment les règles de trafic entrantes qu'il va falloir configurer. Donc je vais aller dans règles de trafic entrante. Et comme vous avez de la chance, c'est un serveur Microsoft. Des règles, il y en a déjà plein. Il y en a plein qui ont été créées des règles. Je vais vous demander d'utiliser l'ascenseur horizontal et d'aller jusqu'aux colonnes protocole et port local. C'est ici que vous allez retrouver un certain nombre de règles qui ont été configurées. Pour le protocole, vous retrouvez du TCP, de l'UDP et au niveau des ports, vous retrouvez des numéros de port 80, 135, tous, 139. 443 peut-être. Alors, est-ce que tout le monde a réactivé son pare-feu? Oui. Oui. Et est-ce que vos sites internet sont toujours joignables? Non. Si. C'est étonnant qu'il ne le soit pas. Ah si, le S sera rajouté à la fin. Bah, il faut pas mettre le S. Pourquoi ça fonctionne? Parce que vous avez de la chance. Il y a déjà des règles qui doivent laisser passer le port 80. Vous devez déjà l'avoir. Dans les règles de trafic entrantes, vous devez avoir la règle qui autorise le port 80. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. C'est pour ça que ça fonctionne.
C'est green? Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra intégrer dans toutes vos configurations réseau. Comme les pare-feux sont normalement activés sur tous les ordinateurs du réseau, eh bien, il faut qu'il y ait des règles qui autorisent le trafic entrant sur les protocoles et les ports du logiciel qui est sur votre machine. Normalement, en fonctionnement normal, les règles sont créées automatiquement. C'est le cas normalement sur votre serveur web, il y a déjà les règles qui autorisent le trafic entrant sur le port 80. J'ai déjà connu des cas de figure où ce n'était pas le cas. Pour une raison quelconque, certainement le mauvais travail des développeurs, les règles ne se créent pas automatiquement. Il faut les créer à la main. Bon, on va en créer une pour que je vous montre comment est-ce qu'on crée une règle de trafic entrant. Allez, hop. Donc je vous invite à aller dans votre console, règles, enfin pare-feu Windows Defender avec fonctionnalité avancée. Oh bah ça, de nombreuses fois, ça travaille mal. Règle de trafic entrante, on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft, clic droit de souris, nouvelle règle. La règle que vous souhaitez faire concerne quoi? Un programme, un port, utiliser une règle qui existe déjà, ou un truc personnalisé. Bon bah port, facile. Donc je fais une règle de port. Suivant. La règle qu'on va faire concerne un port TCP ou UDP? TCP. Et quel est le port concerné? Au hasard, port 80. Ah, on n'a jamais dit que c'était facile. Donc là, je crée une règle concernant le port 80 du protocole TCP. Et c'est pour ça que je vous disais, quand on doit créer les règles de filtrage pour les pare-feux, il faut connaître le protocole et le port. Si on ne le connaît pas, on ne peut rien faire. Donc ça c'est avant. Merci Google. Question. La règle que vous êtes en train de faire, c'est une règle qui autorise les connexions ou qui les bloque? Ah, on peut faire des règles qui bloquent? Pas mal. Allez, pour la déconne, on bloque? On bloque. Allez. Allez, je vais faire une règle de pare-feu qui bloque le port TCP 80 local. J'ai peur que vos sites internet ne fonctionnent plus. C'est pas impossible. Bon bah on va voir. Est-ce que le pare-feu fait bien son travail? Et vous voyez qu'ici, vous trouvez les emplacements dans lesquels la règle est appliquée. Vous vous souvenez ce que c'est, domaine privé public? C'est les 3 onglets que vous avez quand vous activez ou désactivez le serveur. Le pare-feu, pardon. Vous êtes obligé d'aller dans l'onglet domaine, activer, désactiver. Dans l'onglet public, activer, désactiver. Dans l'onglet privé, activer, désactiver. Ben là, vous allez décider, est-ce que cette règle que vous êtes en train de faire, elle est fonctionnelle suivant l'emplacement du pare-feu? On l'active partout. Nous, on est des fous, on bloque l'intégralité qui allait bloquer. Quel est le nom? No Internet. Vous ne passerez pas? Vous ne passerez pas, comme tu veux. Vous avez normalement le petit symbole interdit de stationner qui vous dit que c'est un non négatif. Le port TCP 80 entrant, il est bloqué. Ça prend le dessus sur... Oui. Les interdictions, normalement, elles interdisent. Les interdictions, ça bloque. C'est possible. Donc tout à l'heure, je vous ai demandé si vos sites web étaient toujours fonctionnels. Je repose la même question. Est-ce que vos sites web sont toujours fonctionnels? Oui. Ça mouline. C'est pas bon signe quand ça mouline en général.
mouline. Ça mouline. Impossible. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Donc là, c'est un truc à intégrer maintenant dans tous vos dépannages. Le problème du site web qui s'affiche pas, c'est l'adresse IP du serveur qui est pas la bonne, c'est le masque qui est pas bon, on a oublié la passerelle. Est-ce que le DNS est correctement configuré? Est-ce qu'il y a les bons enregistrements dans le DNS? Est-ce que les noms d'hôtes dans le site web sont bien configurés? Est-ce que le fichier index.html c'est le bon fichier? Est-ce que le pare-feu ne bloquerait pas ce que vous voulez faire? Vous pouvez vous rajouter ça. Ah bah ça c'est chouette. Comme s'il n'y en avait pas assez déjà. En plus maintenant il y a les firewalls. Eh ben dis donc. C'est pas relou. Et si, c'est relou. C'est bon, votre règle no internet elle bloque bien? Bon, on va la supprimer. Hein. Alors soit vous faites désactiver la règle, ça fait qu'elle aura plus de, elle sera plus active. Hein. Soit vous la supprimez directement comme vous voulez. Dans les deux cas, ça doit vous permettre de retrouver l'accès à vos sites internet. C'est direct. Donc là, on était sur le serveur web, et sur le serveur web, vous avez créé une règle qui interdit le trafic entrant sur le port 80. Donc ça a bloqué le port 80. On va en faire une autre règle, mais cette fois, on va faire une règle de trafic sortante. Alors, tous les pare-feux font pas ça. Je dis, le pare-feu de base, ça protège ce qui rentre dans l'ordinateur. C'est pour empêcher qu'il y ait des rentrées non désirées sur votre ordinateur. Certains pare-feux sont plus performants, ils peuvent bloquer le trafic sortant. Vous allez le faire sur votre client. Le client 1 qui est à l'extérieur, je vais vous demander de créer une nouvelle règle de trafic sortante. Et on va aussi bloquer le port 80. Donc sur le client, vous ouvrez votre gestionnaire de pare-feu, vous activez le pare-feu évidemment, cela va sans dire. Et une fois que sur votre client 1, vous avez activé le pare-feu, vous allez aller dans le conteneur qui s'appelle règle de trafic sortante. Cette fois, ça va bloquer le trafic qui sort du client. Et mon objectif, c'est, je voudrais empêcher les utilisateurs d'utiliser le port 80. En clair, je veux plus qu'ils surfent. Je voudrais bloquer le surf sur le port 80. On va faire un peu comme on a fait tout à l'heure. Faites attention à bien être dans le conteneur règle de trafic sortante et pas règle de trafic entrante. On va faire une nouvelle règle. Encore une fois, c'est une règle de port. Encore une fois, c'est TCP. Cette règle s'applique à tous les ports distants? Non. Uniquement le port 80, comme tout à l'heure. Est-ce qu'on fait une règle qui autorise ou qui bloque? Qui bloque. Le port 80. Dans tous les profils de pare-feu. Comment je vais l'appeler? No surf. Vous ne passerez pas. Et j'ai ma règle no surf qui a été faite. Alors là, vous pouvez faire un test. Si vous essayez d'accéder à vos sites internet, ça ne fonctionnera pas.
Si vous essayez d'accéder à Google, ça doit fonctionner. C'est des 443. C'est exact. Les sites Google, psg.fr, om.fr, Maintenant, oui. maintenant oui, c'est du HTTPS, tout ça. Et comme ils utilisent le port 443, eux, ça fonctionne. Alors que nos sites à nous qui utilisent le port 80, c'est bloqué. C'est aussi un des usages qu'on fait dans les entreprises. On va bloquer des ports sortants pour que les clients ne puissent pas accéder à certains protocoles. Ça se fait aussi avec les pare-feux. Alors, est-ce que ça bloque? En fait, je n'arrive pas à voir. C'est quoi la différence? Je n'arrive pas à cerner la différence entre entrant et sortant. Eh bien, le trafic entrant, c'est le trafic qui rentre dans ton ordinateur, et le trafic sortant, c'est le trafic qui sort de ton ordinateur. Là, par exemple, je suis en train de configurer mon client. Je veux bloquer ce qui sort à destination du port 80. Parce que quand tu vas sur un site internet, le site internet, il est sur ton client? Il est hébergé sur ton client? Non. Il est hébergé sur un serveur distant. Ouais. Donc, quand tu veux y accéder, tu sors de ton ordinateur pour aller récupérer les données qui sont sur un serveur. Ouais. Ben, voilà. Et ça, c'est sortant. Ça, c'est sortant. Tout à l'heure, on a fait le trafic entrant sur le serveur web. Oui, Ton donc serveur lui, 4, il a des sites et il attend. Il attend que les gens rentrent chez lui, rentrent dans le serveur pour récupérer les données. D'accord. Là, le but de faire sur un client, c'est justement que ce soit que lui qui ne puisse pas faire ça. C'est ça. C'est ça. Là, on est en train de le faire sur le client 01, c'est le PC de Brigitte. Ouais. Brigitte, elle peut plus accéder au port 80. Le fait, Alors que le voisin, lui, ça fonctionne. la règle qu'on a fait tout à l'heure, c'était entre guillemets pour tout le monde. Et là, c'était pour tout le monde. Voilà. Sur mon serveur web, si le port 80 n'est pas ouvert, personne ne peut consulter les sites web qui sont dessus. C'est donc nécessaire. Sur les serveurs qui hébergent un service, mon serveur est un serveur web, il héberge des sites en HTTP, je dois ouvrir le port 80. Mon serveur est un serveur DNS, il héberge le service DNS, je dois ouvrir le port 53. Attention, il faut en ouvrir deux. DNS, c'est UDP et TCP. Donc, il faut trouver le port 53 en TCP et en UDP. Ce que tu viens de faire comme erreur, c'est une erreur qui peut faire que mon DNS ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait une règle de pare-feu en 30 qui autorise le port 80. Ouais. Bah, ça sert à rien, parce que le DNS, lui, c'est le port 53 qui l'utilise. Ouais. Ça, c'est un grand classique. On se mélange les pinceaux entre les ports et les protocoles. Et sur le serveur web, tu ouvres le port 53. Sur le serveur DNS, tu ouvres le port 80. Il n'y a rien qui fonctionne. Et il faut mettre, faut mettre les bonnes exceptions dans les protocoles au bon endroit. Sur le... La M, c'est bon pour le... Non, entrant-sortant, toujours pas? Mais là, j'ai fait la règle sortant de mon serveur. J'ai bloqué pour le port 80. Je ne suis pas censée pouvoir me connecter à mon site. C'est exact. J'arrive à me connecter à mon site. Est-ce que c'est peut-être sur ton client externe? Oui. Mince, attends, je t'ai perdu. Tu l'as dit. Stop. Hop, voyons voir. Fais voir ta règle de pare-feu, s'il te plaît. Tu peux double-cliquer dessus, s'il te plaît. Tu vas dans l'onglet ces protocoles et ports, en haut à gauche. Alors, tu as fait port distant, 80, ok, mais ça c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, il faudrait que tu... Est-ce que tu as rafraîchi tes navigateurs? Non. Ah non, ça te... Si, Contrôle F5. J'ai rouvert une... Fais CTRL F5 s'il te plaît. Bon, ferme-le et rouvre-le alors. Ça, c'est typique du cache des navigateurs.
Parce qu'en fait, l'image, elle est déjà dans le cache de ton navigateur, donc il ne va pas la rechercher. Ok. Je suis étonné quand même. Et les autres sites, c'est pareil? Ils s'affichent quand même? J'essaye un des miens ou des Non, des autres. Ok. Ils sont HTTP aussi, les autres. Ok, tu peux le mettre en compatibilité d'Internet Explorer, s'il te plaît? Ben là, qu'est-ce que t'as fait? Refais voir ton pare-feu. Je sais pas. Est-ce que tu peux aller dans le... Ah, je sais. Je sais pourquoi. Ah, pourquoi? Parce que je les ai pas activés. En fait, tu voulais tester pour voir s'il est trouvé rapidement. Je voulais que tester, Christophe, pour savoir. Voilà, si c'est un vous échec avez- complet, tu vois, je suis nul. Je suis mauvais. Ouais, effectivement. Bah, on va voir, est-ce que ça se trouve, ça jouait pas qu'ils soient activés les pare-feux On va voir, si tu fais F5 là, s'il se passe des choses. Là, c'est Ah. bon. Donc c'est confirmé. C'est confirmé. C'est confirmé, il faut que les pare-feux pare-feu. soient activés pour que les règles de pare-feu s'appliquent. Christophe, Oui. par contre, moi, ils sont activés. Ouais. Même problème. Ouais. Je suis en train de passer un entretien là en fait, c'est ça, hein, c'est ça, là je suis en train, vous êtes en train de me faire des trucs. Alors, On fait test. ça a l'air activé. Tu peux faire F5 là pour rafraîchir? Hein, tu m'as pas mis une capture d'écran en fait. Et bah fais voir la règle que tu as créée s'il te plaît. Je clique dessus, va dans l'onglet protocole et port. Ok. Très bien. Et va sur ton client. Le navigateur, pardon. Va sur le navigateur, excuse-moi. Il est ouvert. Ben ça c'est normal ça que ça fonctionne. Oui, mais même j'ai essayé avec. Mhm. J'ai pas l'impression que ça s'affiche correctement. Là il part sur internet là, il affiche pas ton site. Hein. Justement. PSG c'était du HTTPS, donc ça fonctionnait bien, hein. Tout va bien. Là il faut que tu écrives http:// www. Je sais pas quoi. C'est vrai, c'est l'heure de manger. C'est vrai que c'est l'heure de manger. Fais CTRL F5 s'il te plaît. Voilà. C'était dans le cache du navigateur. Pourtant, quand tu l'y as dit, je l'ai fait et ça. Je sais pas quoi te dire. Non, tu voulais montrer le site du PSG, c'est ce que tu voulais. C'était l'heure de manger. Allez, c'est l'heure de manger. À tout à l'heure. Allez, bonne app tout le monde. À toutes.